Remonter le Lot, c'est faire un voyage de près de 500 km entre différents univers. Des vallées fertiles du bassin aquitain, avec leurs vergers et leurs riches bastides, en passant par les falaises calcaires du Quercy, jusqu'aux montagnes de Lozère. Cet axe commercial et stratégique a fait la richesse de ce territoire, comme en témoignent les villages et les châteaux qui bordent la rivière. Là, on a des reflets qui commencent à être magnifiques sur le cours d'eau. Les luminosités sont très belles. À bord de cette ULM, un enfant du pays survole la Garonne, en direction de la confluence avec le Lot. C'est l'endroit précis où le Lot se jette dans la Garonne et où les eaux se mélangent. Ah là, c'est particulièrement marqué. On voit que la Garonne a subi quelques averses orageuses. Le sédiment est en suspension et ça donne cette coloration-là. Georges Lot est historien. Avec son pilote, il remonte cette rivière à la découverte de son patrimoine vu du ciel. Il passe au-dessus de la ville d'Aiguillon, située juste après la confluence. Première étape de leur voyage sur le Lot, Clérac et sa célèbre abbaye. On voit que l'abbaye, elle est positionnée en belvédère, comme sur un balcon qui domine le Lot. Cette abbaye qui accueillait des moines bénédictins. On a des traces écrites dès le Xe siècle. On avait environ 120-130 moines qui s'occupaient des terres, mais qui s'occupaient aussi du commerce. Les moines ont été parmi les premiers à installer un moulin, qu'ils utilisaient aussi pour faire payer des droits de passage aux bateaux. À cette époque, le Lot devient une importante voie de communication pour acheminer des marchandises du Massif central jusqu'au port de Bordeaux. Cette artère économique, elle a été mise en place très très tôt, dès le Moyen-Âge, pour pouvoir assurer un transport constant et avec le moins de difficultés possible. Donc d'où l'édification des chaussées, des barrages, pour pouvoir créer des zones d'eau calme, pour pouvoir circuler avec les bateaux. Près de 70 barrages jalonnent ce cours d'eau. L'importance de la navigation se caractérise par ces maisons fortes, édifiées au Moyen-Âge par les seigneurs, tout au long de la rivière. Tu vois, Jean-Luc, on a sous nos pieds une tour péagère qui faisait payer un droit de passage aux bateaux. Et beaucoup de seigneurs locaux, alors que leur castrum originel était sur les coteaux ou non loin de la rivière, se sont rapprochés pour bénéficier de cette artère économique que représentait le Lot et son trafic fluvial. Les deux hommes s'éloignent maintenant de la rivière pour survoler un village remarquable de la région, la Bastide de Montflanquin. Au XIIIe siècle, dans tout le sud-ouest, des centaines de bastides sont édifiées. Ce sont les villes nouvelles du Moyen-Âge, toutes construites sur le même plan, avec des rues qui se croisent à angle droit. Elles permettent de regrouper les populations et d'y concentrer l'activité économique. C'est une bastide de promontoire qui s'est adaptée à la topographie des lieux, tout en respectant l'organisation traditionnelle des bastides, avec le cœur du bourg qui s'articule autour d'une place et d'une halle qui, elle, a disparu ici. Mais on voit très bien la place principale. Et en plus, cette bastide, elle est en position de contrôle sur la vallée.
Quelques kilomètres plus loin, un autre site emblématique borde la rivière, le château de Lustrac. Au pied du château, un barrage et un imposant moulin qui datent du Moyen-Âge. Les deux édifices sont séparés par un chenal équipé d'une écluse. C'est ici que Georges Lotte a rendez-vous avec un ami kayakiste. Donc on va prendre le train de vague et on va prendre la veine centrale. Les deux hommes se dirigent vers le barrage de Lustrac, un passage redouté depuis toujours par les bateliers. On va faire comme nos aïeux qui passaient avec les bateaux. Ils ne vont pas passer par l'écluse, ils vont passer par le barrage directement pour gagner du temps. Voilà. On appelait ça les eaux volantes. Cette chaussée que l'on a là, sous les yeux, on crée un dénivelé. Donc ça veut dire qu'on va créer de la force hydraulique. Et c'est la raison pour laquelle le moulin fortifié que l'on a sous nos yeux, il est venu se positionner très très rapidement derrière pour pouvoir profiter de cette force hydraulique, créer de la farine, meuler du grain et ensuite créer de la richesse économique sur cette zone-là. Au départ, on n'a pas ce château tel qu'il est configuré là dans l'absolu. C'est d'abord une tour péagère. Et après, étant donné qu'il y a de la prospérité, que c'est un endroit stratégique, névralgique du point de vue économique, on a agrandi ce château pour lui rendre un caractère défensif, un caractère qui puisse lui permettre de résister peut-être aux convoitises, notamment pendant la rivalité franco-anglaise. Le moulin était fortifié. Il était défendu par un pont-levis et un mâchicoulis permettait de jeter des pierres sur les assaillants. Les deux kayakistes remontent maintenant ce chenal creusé volontairement entre le moulin et le château. Le seigneur de Lustrac, lorsqu'il a réalisé ce passage-là, au lieu de le faire au milieu du barrage et créer un passelier au milieu du barrage, c'est-à-dire une espèce de toboggan, il l'a créé entre le château et le moulin fortifié. Donc c'était un point d'obligation pour pouvoir aussi payer la taxe de passage que les bateaux étaient obligés de s'affranchir. Jusqu'au début du XXe siècle, ce passage a été emprunté par les bateaux marchands, les gabarres. Des embarcations traditionnelles à fond plat. À la fin du XIXe siècle, certaines étaient équipées de machines à vapeur. Près de 9000 gabarres circulaient chaque année en direction de la Garonne. Cette gabarre est l'une des dernières à avoir sillonné le Lot. Jean-Paul Gauban navigue aujourd'hui avec Charlotte, sa fille, et Bernard, l'un de ses amis. C'est catastrophe infernale ici. Il y a encore de l'eau là, c'est bon. Tu fais la réserve. Il y a une vingtaine d'années, Jean-Paul retrouve la coque de ce bateau par hasard au fond du Lot. Elle date de 1870. Elle était à l'aplomb comme ça, et il y avait 20 cm qui dépassaient. Alors j'ai vu cet arrondi là avec les rivets. On a monté une petite expédition avec des amis et nous avons retiré la coque. Pour faire fonctionner cette gabarre, Jean-Paul y installe une chaudière d'époque. Elle est alimentée en bois et en eau. La vapeur fait tourner une série de pistons qui permettent au bateau d'avancer. Ce bateau servait principalement à tirer des gabarres, à tirer d'autres barges chargées de différentes marchandises. À l'époque, chaque navire n'était pas forcément équipé de son propre mode de propulsion. Et ça passait bien souvent par des systèmes de halage, par des systèmes de remorqueurs. Et l'utilisation, le but principal de ce type de bateau à l'époque était justement de tirer ces barges chargées de marchandises. Tu débordes à droite et après tu fais tout à gauche. Ouais. Ah, je suis bien sûre.
Pendant que Charlotte est à la barre, Jean-Paul veille en permanence sur cette vieille mécanique. C'est l'habitude depuis que je suis petite, avec mon père, de partager ça. C'est bien. C'est pas comme les bateaux, il y a de la vitesse et tout. Là, il faut le temps de chauffe. Il faut alimenter avec du bois. On tombe souvent en panne. Ça arrive souvent de rester en plein milieu du Lot pendant des heures à remettre tout. Mais c'est justement ce qui me plaît. Ce que j'apprécie le plus sur cette rivière, en l'occurrence, c'est ce côté paisible, calme, sensation de bien-être, de plénitude. Voilà, se laisser glisser au fil du courant, avec en arrière-fond sonore la vapeur de Jean-Paul, c'est des vrais petits moments de bonheur. Ouais. En fin de journée, d'autres passionnés de bateaux à vapeur rejoignent la gabarre de Jean-Paul pour une promenade au fil du Lot. Malgré son calme apparent, le Lot peut sortir de son lit, menaçant les villages et les villes qui le bordent. Certaines sont plus exposées au risque d'inondation. C'est le cas de Villeneuve-sur-Lot. C'est l'une des toutes premières bastides à avoir été édifiée des deux côtés de la rivière. Située au débouché de la vallée du Lot, les crues y sont particulièrement violentes. Depuis toujours, la population a dû s'adapter. Dès le Moyen Âge, ces maisons ont été construites à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau pour éviter d'être inondées. De ce bateau, un homme scrute les abords du plus ancien pont de la ville. Son histoire est liée aux colères de la rivière. Ce pont a été détruit au XVIe siècle par une crue et reconstruit d'une façon asymétrique. Voyez, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a en rive gauche des arches relativement étroites, en rive droite une arche beaucoup plus importante pour faire passer les crues qui avaient détruit le pont initial. Frédéric Doucet vient repérer cet embâcle. Ces arbres charriés par la rivière et qui représentent un danger. Donc, ce sont des amoncellements de bois, voire d'autres objets en tout cas, qui viennent se poser sur des piles de pont. Donc en termes de prévention, nous allons retirer ces embâcles pour éviter d'avoir un rehaussement de la hauteur d'eau brutale et éventuellement derrière une rupture d'embâcle qui peut provoquer des dégâts sur la partie aval. Donc, comme une vague qui arriverait, qui lâcherait et qui arriverait en tout cas sur des secteurs qui peuvent être à enjeu. Voilà. Pour faire face à cette situation, Frédéric a fait appel à un spécialiste. Ouais, ça va aller, bonjour quand même. Comment vas-tu, ça va? Ouais, oui. Hervé Bonin et son équipe sont les seuls à pouvoir dégager rapidement le pont. Vous voyez une branche qui sort, et peut-être qu'en dessous, vous avez une très grosse partie. Parce que comme là, il est venu se bloquer contre le pont, on ne sait pas ce qui peut se trouver en dessous. Et ça peut être le double, ça peut être comme un iceberg, en fait. Vous voyez une petite partie, en dessous, vous pouvez avoir une grosse surprise, quoi. L'opération est délicate. Attention, ça va revenir. Sous l'eau, c'est un véritable mikado. Un enchevêtrement d'arbres entiers arrachés par des tempêtes. Certains font plus d'une tonne. Là, on a un embâcle, je dirais, qui est relativement modeste, en fait, globalement, par rapport à ce qu'on peut trouver. Mais c'est 25 mètres cubes, 30 mètres cubes. Vous voyez que déjà, ça demande une intervention importante, du temps. Ça veut dire que derrière, il y a du bois qui s'en va, donc il faut le récupérer. Donc plus vous avez un volume important, et plus ça devient complexe, en tout cas, à gérer. Voilà. Donc, et d'où l'importance de venir et d'intervenir le plus rapidement possible, en tout cas. Voilà. En 2 heures, l'équipe sort une quinzaine de troncs d'arbres et parvient à libérer l'ouvrage. À l'extrémité du pont, une minuscule chapelle suspendue veille sur les embarcations. C'est ici qu'au XIIIe siècle,
des bateliers auraient trouvé miraculeusement une statue de la Vierge coincée sur leur bateau. Ils auraient fait construire cette chapelle pour qu'elle les protège. Ici, le Lot serpente dans une vallée couverte de vergers. Ces arbres sont des pruniers d'Antes. Ils permettent chaque année la production d'un fruit séché connu dans le monde entier, le pruneau d'Agen. Nous sommes à la fin du mois d'août. Dans les vergers, c'est le moment de la récolte pour Élodie et sa famille. Bien coloré. Pendant 11 mois, on l'attend. Et pendant un mois, on fait tout ce qu'il faut, ou en tout cas, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour avoir la plus belle prune possible. Par exemple, la prune, plus elle va rester sur l'arbre, et plus elle sera sucrée. Donc il faut arriver à trouver le moment adéquat, c'est-à-dire à attendre le dernier moment avant de la récolter pour qu'elle soit le plus sucrée possible. Pour ne récolter que les fruits mûrs, le prunier est secoué. En quelques secondes, 20 kilos de prunes tombent de l'arbre. Ce sont les grands-parents d'Élodie qui ont fondé cette exploitation. Le travail se poursuit de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est toujours le père d'Élodie qui assure le ramassage. La récolte de la prune, pour moi, c'est quelque chose d'important, sacré. Et malgré que je sois en partie à la retraite, je ne manquerai pour rien au monde la période de la prune. J'espère le faire encore très longtemps. Dans l'allée d'à côté, Élodie vérifie si les fruits sont à maturité. C'est magnifique, hein, ces tons de couleurs là, que l'on a entre le vert et la couleur violacée là, des prunes. Alors ça c'est beau ça. Il n'y a plus qu'à croquer. C'est que du bonheur. Ouais. C'est que du bonheur. Et juteuse. Et onctueuse. Voilà. Cette prune d'Antes a été importée par les croisades à partir du XIIe siècle. En fait, c'est un prunier de Damas, précisément, qui aurait été ramené par les croisés et par les moines soldats. Et on dit que les premiers à les cultiver auraient été les moines bénédictins de Clérac, qui auraient planté des arbres sur la vallée du Lot et qui auraient commencé à les exploiter. Les pruneaux de la vallée étaient expédiés dans le monde entier depuis la ville d'Agen, située à 30 km de là. D'où leur nom, les pruneaux d'Agen. À peine cueillies, les prunes sont triées. Un moment de vérité pour Élodie. C'est vraiment là où on se rend compte de la qualité de notre prune en fait. C'est vraiment à ce moment-là parce que là tu les as toutes étalées en une seule épaisseur, donc tu as une vision globale. Et c'est assez sympa, c'est souvent là où on regarde, on se dit là c'est pas mal, ou au contraire des fois, bon c'est pas fantastique. À l'origine, les prunes étaient séchées au soleil, puis dans les fours à pain. Aujourd'hui, elles passent dans d'immenses étuves. Elles ne sont pas cuites, mais déshydratées. Et 30 heures plus tard, la prune est devenue un pruneau. On va faire T'as des beaux, hein? un joli lot, ouais. Regarde ça. Ouais. Oh, celui-là, là. Là, la prune a perdu 2/3 de son poids. C'est pour ça qu'elle est toute fripée, toute ridée. Voilà. Et donc là, grâce à la déshydratation, on peut garder ce pruneau plusieurs mois, voire même quasiment plusieurs années. On a réussi notre ramassage, notre séchage. Je pense qu'à ce moment-là, il y a un gros ouf de soulagement aussi. Et puis, il y a une satisfaction qui est plus, on va dire, personnelle. C'est la satisfaction de perpétuer une tradition familiale. Mon père faisait du pruneau d'Agen, mon grand-père faisait du pruneau d'Agen. Et c'est vrai que j'aime à croire qu'il serait assez fier de nous, de voir la qualité qu'on essaie de sortir de nos vergers et que voilà, qu'ils seraient contents de voir que leurs enfants, petits-enfants, perpétuent cette tradition. Et voilà,
C'est un petit côté personnel, quoi. À une cinquantaine de kilomètres de là, juste avant de quitter le bassin aquitain, le château de Bonaguil. Un joyau de l'architecture militaire du Moyen-Âge. C'est le dernier château fort construit en France. La rivière pénètre maintenant dans le département du Lot. Elle passe au pied de Puy-l'Évêque. Au XIIIe siècle, c'était la place forte des évêques de Cahors. Plus loin, elle dessine de majestueux méandres. À l'Uzèche, elle forme une boucle presque complète. Quelques kilomètres plus loin, la ville de Cahors est elle aussi enlacée dans une courbe du Lot. Le pont Valentré est l'édifice le plus emblématique de la ville. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À bord de cette péniche, Valérie Noyer fait découvrir l'histoire de sa ville depuis la rivière. Elle va remonter le Lot à partir du pont Valentré. C'est un pont médiéval du XIVe siècle. Le fait que nous l'ayons conservé jusqu'à aujourd'hui complètement entier, déjà, c'est hors du commun. C'est aussi, ce qui le distingue, c'est que c'est de l'architecture civile et de l'architecture militaire, de l'architecture défensive en même temps. Alors ça tient à la période de construction. On pose la première pierre en plein apogée économique, au moment où Cahors a des réseaux marchands un peu partout dans le monde connu. Et on le finit en pleine débâcle des guerres de 100 ans, donc évidemment, il faut le fortifier. D'ailleurs, ce sont notamment les tours, les 3 tours, qui portent les éléments défensifs. Visible de la rivière, un détail illustre les techniques de construction de l'époque. Dans les avant-becs, c'est-à-dire les formes pointues des piles, il y a des refuges. Ça fait la hauteur d'un homme. Donc c'était pour aller, manifestement, d'une pile à l'autre. Et effectivement, il y avait des passerelles ou des aménagements en bois, puisqu'on voit sous les grands refuges, sous les passages, les trous d'encastrement de poutres, les trous de boulins. Et les spécialistes du pont pensent qu'il s'agit de ce qu'il reste des échafaudages, en fait des aménagements qui ont permis ensuite d'élever les arcs brisés et le tablier du pont et de poursuivre le chantier. Donc on a encore les traces, en quelque sorte, du chantier de ce pont. Cahors est encore aujourd'hui un véritable conservatoire de l'architecture médiévale. Avec sa cathédrale et ses coupoles datant du XIIe siècle. Un peu plus tard, les rives du Lot deviennent le site privilégié des riches familles de marchands. C'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a le panorama là, devant nous de toutes les grandes heures de la ville inscrites dans la pierre. On a alors cette vaste tour rectangulaire tout en grès de Figeac, imposante, énorme. On a envie de croire que c'est un donjon. Eh bien non, c'est la tour qui surmontait un palais urbain du XIVe siècle. Les familles de l'élite de Cahors avaient plus que des hôtels particuliers, de véritables palais en centre-ville, toujours dominés par de vastes tours. Les églises maillent complètement le tissu urbain parce qu'on avait plusieurs clochers d'églises paroissiales, dont une des plus anciennes de la ville, l'église Saint-Barthélemy, dont on voit très bien le très beau clocher gothique de briques et de pierre. Naviguer sur le Lot, c'est aussi passer une multitude d'écluses. Plusieurs ont été commandées par Colbert au XVIIe siècle. En vue,
le village médiéval de La Roque des Arcs, avec en hauteur sa tour de péage. C'est à partir de cette tour qu'on pouvait tendre une chaîne jusqu'à l'autre berge de façon à arrêter les bateaux qui transitaient chargés de marchandises et à prélever sa part, parce que c'est une source de revenus considérable. D'ailleurs, l'impôt, ce péage-là, et ce qu'on prélevait, ça s'appelait le droit de barre, autrement dit le droit de barrer la rivière. Le Lot pénètre ensuite dans les causses du Quercy. Un paysage grandiose, avec ses immenses falaises de calcaire d'une centaine de mètres de haut. Les hommes ont profité de cette géologie particulière. Construit dans une brèche, le défilé des Anglais. Ce mur de défense couvrait une partie de la falaise. Au Moyen Âge, ces fortifications servaient de refuge pour la population. Valérie arrive devant l'un des aménagements les plus étonnants des bords du Lot. Ce chemin de halage, creusé dans la roche au XIXe siècle. Il faut imaginer l'équipage, les matelots, qui sont en moyenne entre 2 à 6 matelots, qui descendent du bateau, mettent pied à terre, et une corde est tendue depuis le mât, voilà, et se divise en faisceaux de cordes, et chaque homme est relié à une corde et use sa propre force pour tirer le bateau, pour le aller vers l'aval. Alors c'était les équipages eux-mêmes qui participaient à ce halage. Parfois, lorsqu'ils n'étaient pas assez nombreux, il y a des hommes, des journaliers, des paysans qui venaient louer leurs bras, louer leur sueur en quelque sorte, pour participer à tirer le bateau. Des marchandises étaient transportées jusqu'à Bordeaux. Bois, vin, farine, tissus et charbon partaient en direction de la Garonne. Mais à la fin du XIXe siècle, l'arrivée du train met fin à toute cette activité. C'est la catastrophe pour la batellerie. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que pendant tout ce 19e siècle, on a investi des sommes colossales pour aménager la rivière dans toute sa part navigable. On dépense énormément d'argent. On fonde des espoirs immenses quant aux quantités de fret qui vont être acheminées sur cette rivière. Et puis on se rend compte que tout ça, ça a été peine perdue, parce que le train va tout supplanter. Conséquence, en 1926, le Lot est officiellement déclassé et n'est plus navigable. Peu à peu, la rivière est abandonnée. Il faudra attendre les années 90 pour voir à nouveau des bateaux sur le Lot. À quelques kilomètres du chemin de halage, le château de Senevière domine le paysage. Cette forteresse médiévale a été transformée en château de plaisance au XVIe siècle. Il possède une élégante galerie à colonnades. À l'intérieur, des fresques aux motifs mythologiques ornent un curieux cabinet d'alchimie. Elles témoignent du passage d'artistes italiens au bord du Lot à la Renaissance. Un peu plus loin, c'est tout un village qui est perché sur un nid d'aigle. À plus de 80 mètres au-dessus de la rivière, voici Saint-Cyr-la-Popie. Les ruines de son ancien château et son église fortifiée sont une marque de sa prospérité passée. En contrebas, cette maison appartenait à des chevaliers. Elle possède des créneaux en trompe-l'œil. Vu depuis l'autre rive, il servait à impressionner l'ennemi. Mais ce qui intéresse Sylvain Lacaze et Laurent Doucet, c'est une autre histoire.
celle du poète André Breton, le chef de file des surréalistes. En 1950, il tombe amoureux de ce village. André Breton arrive par cette route, donc visiblement en fin de journée, début de soirée. Et à cause de l'inauguration de la route mondiale de la paix qui passe par Saint-Cyr-la-Popie ce jour-là, il y a des feux d'artifice qui sont tirés sur le village. Et là, à ce moment-là, une véritable illumination, un coup de foudre pour ce village. Et il dira « J'ai cessé de me désirer ailleurs ». André Breton est charmé par l'ambiance médiévale de ces ruelles. Il achète l'ancienne auberge des Mariniers. Aujourd'hui, cette maison est en vente. Mais Laurent Doucet se bat pour qu'elle devienne un lieu dédié à l'artiste, ouvert au public. André Breton vient tous les étés dans cette maison. Elle devient le pôle d'attraction de ses amis surréalistes. Ils forment une communauté poétique. Ils inventent des jeux d'écriture fondés sur le hasard. Voilà. Ce matin, les deux hommes rapportent une malle ayant appartenu au poète. Par derrière, devant la table du surréalisme. Sur les doigts. Et voilà. Alors ici, il faut imaginer cette table un peu comme, malgré sa forme, un peu la table ronde des chevaliers du surréalisme, hein, avec le siège périlleux du roi Arthur qui serait André Breton, et donc ses amis composant des vers, bon, passant des bonnes soirées, surtout les journées d'été où ils venaient principalement, ou faisant des jeux poétiques dont certains ont été inventés ici, autour de cette grande table. Parmi les nombreux artistes qui sont passés ici, par exemple le peintre et photographe Man Ray ou le photographe Henri Cartier-Bresson, voire la chanteuse Juliette Gréco et d'autres autour de cette table, composant des jeux poétiques, faisant des banquets. Pour André Breton, tout est prétexte à la poésie, même le grenier. Ici, on se trouve dans la plus ancienne partie de la maison. Une ancienne tour de garde du XIIe siècle, donc du Moyen-Âge, une des plus anciennes certainement même de Saint-Cyr. Et c'est volontairement qu'on nous dit que Breton avait voulu laisser cet espace aux oiseaux, comme si la plus belle partie de la maison devait être laissée poétiquement à ces animaux dont le chant, pour lui, était source d'inspiration dans sa poésie, allant même jusqu'à leur laisser la plus belle vue sur le Lot depuis Saint-Cyr, à partir de la fenêtre de cette tour. Tout près de Saint-Cyr-la-Popie, le Lot rencontre le Célé. C'est l'un de ses principaux affluents. Il permet de remonter jusqu'à Figeac, la perle de cette rivière. Édifiée autour d'une abbaye, cette ville fut l'une des grandes cités marchandes du Quercy au XIIIe et XIVe siècle. Son cœur urbain médiéval est un joyau d'architecture. Voilà, et puis le panorama sur la ville avec la colline du Cingle. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment très impressionnant. Donc la maison Volet Bleu, c'est la maison... Benjamin Philippe connaît parfaitement le patrimoine de sa ville qu'il fait découvrir aujourd'hui à un étudiant en architecture. Cette ville est située au carrefour du Rouergue, de l'Auvergne et du Quercy. Au XIIIe siècle, banquiers et riches négociants de Figeac font fortune dans l'Europe entière. Ils font construire dans leur cité de magnifiques maisons. Voilà, donc la plus ancienne porte de la ville, dont je t'ai parlé. Donc c'est une porte médiévale. Oui. L'encadrement est donc médiéval, a été remanié à la fin du Moyen-Âge, sur la partie centrale, fin du XVe siècle. Et le ventail en bois est le ventail de porte le plus ancien de la ville, que l'on date du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle, qui reprend des formes de la Renaissance. Comme Figeac était une ville assez prospère, assez riche pendant plusieurs siècles, il y a des familles qui se sont implantées et qui ont fait évoluer leur maison. Donc ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a différentes époques qui sont rassemblées et qui marquent cette continuité de l'histoire de la ville.
Il y a beaucoup de petites ruelles à découvrir, de petites placettes, de petites cours intérieures, de portes aussi. Ça vaut le coup de venir et de prendre le temps de parcourir ces rues pour mesurer l'ampleur de la richesse de la ville. Depuis plus de 30 ans, le centre de Figeac est un secteur sauvegardé. Toutes les demeures anciennes sont restaurées. L'une des mieux conservées est l'hôtel de la Monnaie. Nous voilà devant la maison de la Monnaie, la maison que l'on connaît à Figeac sous le nom d'hôtel de la Monnaie, qui en fait est une maison de marchand du XIIIe siècle, qui n'a rien à voir avec un atelier de frappe monétaire. Le rez-de-chaussée, donc, c'était affecté à la boutique ou à l'atelier de la maison. Donc 4 grandes arcades qui s'ouvraient sur la rue. Donc la rue était beaucoup plus étroite de fait pour le passage des gens qu'elle ne l'est aujourd'hui. Au premier étage, là c'est très bien conservé, on avait la pièce à vivre des habitants de la maison. Donc c'est une sorte de grande salle qui servait un peu à tout, qui servait à recevoir, qui servait à se montrer, qui servait à vivre, etc. C'est vraiment la pièce de vie et de réception de la maison. Ce qui est caractéristique notamment, c'est le décor de feuillage du XIIIe siècle, donc, qui est entièrement conservé au niveau du premier étage. Ah, ouais. Voilà. Voilà, donc les fenêtres médiévales de l'hôtel de la Monnaie, des fenêtres du XIIIe siècle, qui ont conservé leur architecture d'origine, avec ces coups-sièges, qui sont en fait des sièges en pierre, des grands sièges en pierre, qui permettaient d'avoir en fait une vue directe sur la rue, en s'asseyant donc sur ces sièges pour lire, pour travailler, pour coudre, etc. Donc c'était un élément de confort qui était vraiment voulu de la part des bourgeois pour rendre plus agréable leur maison. Sous les toits, ces galeries ouvertes sont typiques de l'architecture figeacoise. Les soleillots servaient à faire sécher de la laine ou des fruits. Dominant la ville, la maison du représentant du roi au XIVe siècle, le viguier. Dans cette demeure, Benjamin veut faire découvrir à Thomas un petit Éden. Une présentation, une petite évocation en fait de ce que pouvait être un des jardins de la ville au Moyen-Âge, dans une grande demeure médiévale, une demeure privée, un espace que peu de Figeacois en fait connaissent. Donc, ce qui est caractéristique en fait, c'est le mélange de l'architecture et des plantations et du jardin. Donc on retrouve des petites essences qui en fait évoquent ce qu'on pouvait avoir dans les jardins médiévaux, et les galeries qui sont des reconstitutions de galeries médiévales qui nous plongent dans l'atmosphère intime, un peu, un peu secrète de la ville médiévale. On n'est pas très loin de l'architecture du cloître, même si on est vraiment dans un cadre d'agrément et pas du tout dans un cadre religieux. Au Moyen-Âge, les jardins sont parfaitement symétriques et s'organisent autour d'une fontaine. À 2 pas de l'église Notre-Dame du Puy, voici l'ancien séminaire datant du XVIIe siècle. C'est le lieu le plus étonnant de Figeac. Voilà. Nous sommes dans l'appartement du prêtre de Notre-Dame du Puy, qui vivait donc ici à la fin du XVIIe siècle. Et donc ce que tu vois, c'est le salon d'apparat de son appartement. Il a créé un véritable petit musée, avec des toiles entourées de boiseries sculptées, inspirées de l'art italien. C'est un décor qui est très riche, très foisonnant, qui est complètement baroque, et qui est le reflet de l'esthétique donc de cette époque-là, de la fin du XVIIe siècle, le cadre de vie quotidien d'un prêtre assez influent, assez important pour la ville, qui voulait asseoir son autorité morale sur la ville à travers ce décor très riche. Ici, vous avez avant tout des scènes bibliques qui sont des copies de toiles de maîtres, de grands maîtres réputés de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle. Et ce commanditaire a fait le choix, à partir de gravures, de demander en fait à des peintres artisans la reproduction de certains tableaux très connus qui, par ailleurs, sont conservés dans de grands musées français ou européens. Cette toile rappelle le retour d'Égypte.
une célèbre peinture de Rubens conservée à Anvers. Avec tous ces tableaux, le prêtre réaffirme la présence catholique dans la cité. Car Figeac a été pendant 50 ans une ville protestante. Dans les Causses du Quercy, ces falaises recèlent des curiosités géologiques, presque uniques au monde. Elles ont été le théâtre d'une grande épopée industrielle. C'est parti. Une équipe composée d'experts et de bénévoles s'apprête à faire une descente vertigineuse dans ce puits profond de 30 mètres. Ah ben voilà, un joli puits, un joli trou. Et c'est des mineurs qui, au 19e siècle, ont creusé tout ça à coups de pioche et de pelle à la recherche du phosphate. Et ben nous, on va aller voir ce qu'il y a au fond. La découverte du phosphate est une véritable aubaine pour la région. Il sert à fabriquer de l'engrais. En 1870, 2000 ouvriers exploitent cette phosphatière. Les minerais sont transportés en gabarre sur le Lot jusqu'à Bordeaux et envoyés en Angleterre. Mais après 15 ans d'exploitation, de nouveaux gisements sont découverts en Afrique. Les mineurs abandonnent les phosphatières, laissant ces cavités béantes. C'est aujourd'hui un site exceptionnel que Thierry Pellissier cherche à sauvegarder. Depuis le 19e siècle, la végétation a repris ses droits et ça donne ce genre de site, des sites extraordinaires, avec beaucoup de magie qui émane de ça. Il y a des contrastes avec les rouges des argiles, le gris de la paroi, le vert des fougères, ça c'est assez exceptionnel. Des fougères dans les gouffres comme ça sur le Causse, c'est rarissime, sauf dans les phosphatières. L'équipe s'enfonce dans ces galeries, empruntées autrefois par les mineurs. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, ils extrayaient un mélange d'argile et de phosphate, puis triaient le minerai à la surface. Ouais. Ah mince alors. Ah ouais non, ça c'est chouette alors. Regarde ça, toutes ces traces de piquetis, ça a été entièrement cureté, entièrement curé tout ça. Ce sont des marteaux, ce sont des pioches, ce sont des baramines qui sont venus taper contre la roche pour dégager toute cette argile qui remplissait toute cette cavité. Et puis ils arrivent sur cette poche et ils y cognent. Et ils y vont, et ils y vont, et tu as les traces. Les traces des outils, c'est fou, on a l'impression que ça a été fait hier, ça. Et pourtant, ça a 150 ans. Et il y a même un peu de phosphate qu'ils ont laissé, mais c'était pas terrible. Hein. On le voit ici en petite croûte. Là, tout le long du rocher, là, il y a quelques traces de phosphate. Mais enfin, c'est pas avec ça qu'ils auraient fait fortune. Hein. C'est pour ça qu'ils ont abandonné quand même. Ils sont arrêtés. L'argile, laissée par les mineurs, contient une multitude de fossiles. C'est un site de fouille extraordinaire pour les paléontologues. Pierre-Olivier Antoine est le spécialiste des grands mammifères disparus. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne tombe pas avec. Donc, vous voyez, on a une vertèbre là de ruminant. Hein. C'est presque la taille du chevreuil, hein. Donc c'est déjà une belle bête. Ouais, une bête. Et ça, c'est des animaux qui sont tombés dans la grotte ou qui ont été emballés dans de la boue des rivières de l'époque. Hein. Et les points les plus bas étant ici, tout a été entraîné vers les points bas. Et donc on va retrouver aujourd'hui, emballés dans la même argile, qui elle aussi a 31 millions d'années, ces restes d'animaux qui ont aujourd'hui disparu. Ce qui est très particulier dans les phosphatières, c'est la diversité qu'on va trouver et surtout la durée.
C'est-à-dire que ces fossiles, en fait, on en trouve sur une trentaine de millions d'années en continu, entre 50 et 20 millions d'années pour faire simple. Et ça, c'est vraiment très particulier. On va voir ce que ça donne. Ah oui. Regarde, ça c'est super, ça. Des morceaux d'argile contenant des fossiles sont prélevés pour être tamisés. Et à l'extérieur, la chasse au trésor se poursuit. T'as vu ça? Ah oui, c'est une super pièce. Il n'y a pas de doute. Supérieure, sans doute. Ah oui, oui. Pour On être est bien d'accord. effilé comme ça, c'est une supérieure. Ouais. Voilà. Donc une canine bien tranchante d'un carnassier genre proche du tigre à dents de sabre. Là, on est à 30 millions d'années. Et à l'époque, le climat dans la région était de type tropical, enfin en tout cas très chaud. Et c'est pour ça qu'on a une faune qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'est une pièce de musée. C'est un spécimen qui peut enrichir n'importe quelle vitrine de musée, si possible dans le Quercy. Et puis on s'y attendait pas avec ce qu'on avait vu sous terre quand même. Ah non, ça fait partie des bonnes surprises. C'est la vérité du tamis. La vérité du tamis. Après les falaises du Quercy, le Lot pénètre maintenant en Aveyron. Il serpente dans des gorges boisées. Quelques kilomètres plus loin, il passe au pied d'un vaste massif. C'est le plateau de l'Aubrac. C'est un sanctuaire à préserver, car ce territoire recèle un trésor, l'eau. Avec ses nombreux ruisseaux, c'est un immense réservoir qui alimente le Lot. Bon, je vais t'installer. Ouais. Bon, c'est une première. Bernard Boussagol est pilote du LM. De ce que tu connais par cœur dans. Aujourd'hui, il emmène Gonzalo Diaz survoler cet immense plateau. Guide de moyenne montagne, Gonzalo connaît parfaitement le massif. Ça va toujours. Ça va toujours. Très bien, ouais, très très bien. Pour toi, c'est un... Mais il le découvre pour la première fois, vu du ciel. Tout à fait. On arrive sur la ligne de crête qui sépare en fait deux aubracs radicalement distincts. Sur la gauche, le plateau consacré aux montagnes d'Estive et sur la droite, les Boralpes qui sont ces vallées qui descendent vers le Lot de façon assez abrupte et qui, elles, sont recouvertes de forêts de hêtres. D'accord. Et on appelle ça les bourrales. Les Boraldes, ouais. Et sur notre gauche, on aperçoit les grands territoires d'estive avec ponctués ici ou là de burons qui étaient d'anciens chalets d'alpage où on fabriquait la forme d'Aubrac. Autrefois, l'Aubrac était entièrement boisé. Mais dès le XIIe siècle, les moines défrichent une grande partie de la forêt et transforment ce plateau en une vaste zone de pâturage. C'est vraiment le pays vert. Oui, on a un paysage extrêmement vert. Il faut savoir que ce plateau reçoit quand même des précipitations abondantes sous forme de pluie, sous forme de neige. Et du coup, c'est un paysage qui n'est pas vert par hasard, quoi, hein. L'Aubrac est un véritable château d'eau à la fois pour le département de l'Aveyron et de la Lozère. Là, sur la gauche, on aperçoit le ruisseau des Plèches, avec tous ces méandres asséchés, hein. Donc on voit qu'on a affaire à des zones humides très 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 importantes. Voilà, le ruisseau des Plèches qui veut dire littéralement le ruisseau de la pluie. De la roche, de l'eau. Ouais, de l'herbe. De l'herbe, des couleurs magnifiques.
Je propose qu'on se rapproche un petit peu des plans d'eau peut-être. Ouais, on va aller sur... on aperçoit au fond le lac de Bord, qui est un des 4 lacs d'origine glaciaire. Ces lacs sont les vestiges de la dernière grande glaciation. Il y a des millions d'années, une vaste calotte de glace s'étendait ici. Elle a littéralement raboté le plateau. Et c'est sous son action que s'est modelé ce paysage, en bosse et en creux. Chaque lac glaciaire est entouré d'un écrin de tourbières. Hein. Des tourbières qui se comportent comme de véritables éponges. Et du coup, on a une régularité dans le débit des cours d'eau qui est relativement importante. Et le plateau de l'Aubrac alimente en permanence ces deux rivières qui sont le Lot et la Truyère. Mais avant de se jeter dans ces rivières, ce ruisseau va dévaler l'un des sites naturels les plus remarquables de l'Aubrac. La cascade du Déroc. Une curiosité plutôt inattendue dans ces vastes espaces, car cette cascade témoigne d'une longue histoire géologique. C'est une fracture qui est apparue lorsque l'Aubrac s'est soulevé sous la poussée des Alpes. Des coulées de lave ont alors envahi ces failles. Aujourd'hui, les eaux du plateau s'y déversent pour former cette étonnante cascade. On arrive aux abords de la cascade, là, c'est vraiment magnifique avec cette lumière-là. On a toute la zone humide avec les phragmites, les iris, la reine des prés. Et là, la chute est juste à côté, avec un décrochement. Là, Bientôt, un parc naturel régional devrait voir le jour sur ce territoire. Gonzalo Diaz emmène les responsables de ce projet. Bon, alors là, on arrive sur le décrochement de la falaise de lave. On est vraiment au bord de la cascade, avec une chute qui fait une trentaine de mètres. Ouais, c'est vraiment magnifique, là. Puis en plus, ce matin, l'éclairage est... L'orage arrive au loin, mais pour l'instant, on bénéficie de l'éclairage. Sous la cascade se cache une grotte spectaculaire. Voilà, là on arrive au pied de la cascade, carrément sous la voûte, qui est tapissée d'orgues de basalte, qui ont un diamètre d'environ une cinquantaine de centimètres. Et qui forme une voûte assez continue avec un petit renfoncement, là, une espèce de petit boyau qui rentre à l'intérieur de la coulée de lave. Et là, les fissures que l'on voit, c'est l'effet du gel? Alors déjà, le refroidissement de la lave donne des orgues de basalte qui sont naturellement, on va dire, fissurés, hein, des fissures longitudinales. Et après, pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltre le long de ces fissures-là. Et en hiver, avec le gel, la dilatation de la glace fait que des blocs finissent par se désolidariser et tomber, ce qui donne cette éboulis de pierre sous la voûte. Mais il y a une érosion vraiment permanente du site, quoi. Attention, on va passer sous la voûte. C'est vraiment un lieu exceptionnel avec ce rideau de pluie, là. C'est vraiment magique. Et là, on voit bien les prismes de lave noire. Là, je me vois bien à l'île de la Réunion, quoi. On a des paysages qui sont similaires. En créant un parc naturel régional, Arnaud espère faire connaître les beautés de ce massif et sensibiliser à l'importance de l'eau sur le plateau. Pour venir ici, il n'y a pas d'accès réellement aménagé. Donc c'est important aussi de montrer le côté originel et expliquer la géologie, expliquer la végétation, expliquer la qualité de l'eau, à quoi elle va servir cette eau derrière en termes d'usage, d'activités économiques, pour l'eau potable, pour la vie au quotidien. C'est important que les gens voient d'où ça vient. Et voilà, là c'est l'occasion, ce genre de site, de refaire tout le cycle de l'eau avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Voilà.
le massif de l'Aubrac réserve d'autres surprises. Ce sont ces vallées boisées qui descendent jusqu'au Lot. On les appelle les Boraldes. Elles sont restées sauvages. Ça, alors là, par contre, faites attention, c'est une véritable patinoire, là. Le lit du ruisseau est constitué d'une série de cascades et de ressauts sur à peu près 800 mètres. On a un cours d'eau assez chaotique, mais qui est très très riche. On a des eaux froides, bien oxygénées. Chaque fois que ça passe sur ces cascades, il y a une charge en oxygène. C'est de l'eau froide qui vient du plateau, donc du coup, c'est relativement favorable pour toute la faune aquatique. Ces eaux d'une qualité exceptionnelle sont précieuses. Elles fournissent un tiers de l'eau potable pour l'ensemble de l'Aveyron. Ça permet d'alimenter tous les villages qui s'égrènent le long de la vallée du Lot et en Aveyron. Et voilà, c'est une richesse, c'est une ressource en eau qui est de qualité exceptionnelle, qui du coup s'exporte assez loin. Il faut à tout prix arriver à préserver cette richesse pour pouvoir continuer à avoir tous les usages qu'on a autour. Au fil de cette vallée, les cascades se jettent les unes dans les autres. Ah, ce que j'aime ici, c'est déjà le calme, c'est le bruit de l'eau, c'est cette couverture arborée qui donne tout au long de l'année une certaine fraîcheur. Et puis surtout, c'est que je ne rencontre jamais personne, hormis quelques pêcheurs accidentellement. Sinon, on ne rencontre personne. Chaque fois qu'on fait des randonnées dans les Boraldes, on est vraiment seul au monde. Ce lieu secret est le paradis des pêcheurs à la mouche. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous faites le coup du soir, là? Ouais, je suis en train de pêcher là pour l'instant sur... Ouais, ça se passe bien? Sur la rivière, ouais, c'est pas mal, ouais. L'eau est jolie, là, hein? Cette eau vive et froide est le royaume de la truite fario. Une espèce sauvage particulièrement difficile à attraper. C'est avec ça qu'on va leurrer le poisson, en fait. C'est un leurre. C'est vraiment l'imitation d'une mouche naturelle qui est sur l'eau. Et donc le poisson vient à la surface. On a le poisson qui mange, on le voit souvent. C'est-à-dire qu'on voit des ronds sur l'eau. On lui pose la mouche au-dessus et la truite vient prendre et vient manger notre mouche artificielle. C'est vraiment superbe. Puis de les voir pêcher, la pureté du geste, la précision du geste, c'est absolument fabuleux, hein. C'est une technique que j'aimerais bien acquérir, quoi. C'est vraiment du grand art, là. Et après plusieurs tentatives, une truite se fait piéger. Une belle petite fario, là. Voilà, une belle petite fario avec des points rouges, comme on les aime là sur le corps. Il a fallu y travailler, mais on y arrive. On y arrive, ça paye la persévérance. Ça, c'est des poissons qui sont issus de la rivière et qui sont nés dans cette rivière. On a des poissons qui sont sauvages sur tous nos cours d'eau de première catégorie. Et voilà la preuve, hein, voilà l'exemple de ce beau poisson que je vais remettre à l'eau. Allez. Super. Allez hop. Ah, c'est marrant, le plus parfait. L'hameçon est conçu pour ne pas blesser le poisson. Peu à peu, la truite reprend le cours de la rivière. Nous quittons les pentes de l'Aubrac et ses cascades pour traverser le plateau en direction du nord et rejoindre la Truyère. C'est le principal affluent du Lot.